Coalition de toutes sortes. G9, vivre ensemble, Grand Ravine, 5 secondes, CPT, et j'en passe. Enfin voilà le résultat. Dimanche 1er novembre 2020, aux premières heures de la matinée, à Telma 24, dans la capitale du pays, un cadavre torturé, presque nu, vasé enflé, allongé sur les ordures, tué par les bandits. La pauvre Evelyne Sincère. L'union fait-elle vraiment la force? Quelle est cette force? Mes amis, quelle est cette force? Si l'on considère cette date de la nuit 6 au 7 juillet 2021, l'assassinat de notre cher et regretté président Jovenel Moïse de sa demeure privée. Savez-vous à cause de quoi? Un groupe, une coalition. L'union fait-elle la force? L'union ne fait pas toujours la force. Elle nous détruit. Elle nous tue. Nous devons la combattre. Combien de morts encore? Combien de morts encore? Selon le livre, de juillet 2024 à février 2025, en seulement 6 mois, ils ont enregistré 4200 morts. C'est pénible, hein? L'union fait-elle la force? Mes amis, la véritable force ne réside pas dans le simple fait d'être nombreux ou d'être ensemble. J'ai dit, la véritable force ne réside pas dans le simple fait d'être nombreux ou d'être ensemble. Elle réside dans la nature de l'union. La nature. Dans son objectif. Dans la confiance que ses membres se portent. Et dans la clarté de leur vision commune. Ne nous contentons plus d'une union de façade. Aspirons à une union de sens, de bons et de sentiments. Une union qui nous engage. N'oubliez pas que ce n'est pas la résilience qui fait l'homme, mais le sentiment. Merci. Présentation sublime, présentation magistrale, présentation extraordinaire, présentation historique, présentation quotidienne, brillante de ce jeune. Il est extraordinaire, monsieur Jean, il a su poser des questions. Il a fait un travail, j'ai envie de dire, quasi parfait, mais je crois que c'est au jury d'avancer les arguments, sur les arguments. Est-ce que ça a été à la faveur d'une présentation qui correspond aux normes et surtout la manière et la matière. À vous, cher juge. Parler, c'est monsieur Pétel, j'ai m'assuré de ça. Permettez-moi tout d'abord de saluer respectivement les membres de la direction, tous mes chers collègues, ainsi que les invités ici présents. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous partager quelques réflexions autour du sujet profond qu'essentiel. Faut-il être ou avoir? Une question simple, apparence, mais qui touche au cœur notre manière de vivre, de penser et d'exister dans le monde moderne.
Faut-il être ou avoir? Dans une société moderne, nous sommes constamment poussés à posséder une belle maison, une belle voiture, des objets de valeur. Comme si ce que nous avons définissait ce que nous sommes. Mais faut-il vraiment posséder pour exister? Ou bien est-ce notre façon d'être, notre personnalité, nos valeurs qui comptent le plus? Le sujet « faut-il être ou avoir » nous invite à réfléchir à ce qui est réellement essentiel de la vie. Est-ce mieux de se construire intérieurement, d'approfondir son savoir, son humanité, ou de rechercher la possession des biens matériels pour se sentir accompli? Cette question soulève un véritable débat pour comprendre lequel des deux mérite vraiment notre attention. Avoir un besoin humain, mais souvent illusoire. De la vie quotidienne, avoir semble essentiel. Avoir un toit, de la nourriture, des vêtements, de l'argent, de sécurité et même du plaisir. Mais cette recherche de possession peut devenir excessive. Dans une société de consommation, on a tendance à croire que plus on possède, plus on est heureux. Pourtant, ce bonheur est souvent fragile et éphémère. L'homme veut toujours plus. Une fois qu'il a atteint un objectif matériel, il en cherche un autre, sans jamais être pleinement satisfait. Par exemple, quelqu'un qui achète une voiture de luxe peut ressentir la fierté, mais ce sentiment ne dure pas longtemps. Il finit par vouloir mieux, plus, et cela peut devenir une course sans fin. L'existence précède l'aisance. Cela signifie que ce que nous sommes dépend de ce que nous faisons et non de ce que nous avons. Être une richesse intérieure durable. Contrairement à l'avoir, être renvoie à l'identité profonde d'une personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle construit en elle-même. Être, c'est se connaître, se cultiver, se développer moralement et spirituellement. Une personne peut ne pas posséder grand-chose matériellement, mais rayonner pour sa sagesse, sa gentillesse, sa générosité. Ces qualités ne s'achètent pas, mais elles inspirent le respect et la considération des autres. Être, c'est aussi savoir aimer, réfléchir, créer, rêver. Prenons l'exemple d'un enseignant passionné. Il peut ne pas être riche, mais il transmet son savoir, des valeurs, il change des vies, il est dans l'être. Et c'est ce qui lui donne du sens et du bonheur. Le sujet faut-il être ou avoir oppose deux visions de la vie. Celle qui valorise la possession matérielle et celle qui mise sur la richesse intérieure. De côté, avoir répond aux besoins essentiels et peut apporter un certain confort. Mais cette satisfaction reste souvent temporaire. De notre côté, elle représente ce que nous construisons en nous, nos valeurs, notre savoir, notre personnalité. C'est une richesse durable, profonde et souvent source de vrai bonheur. En fin de compte, si savoir est nécessaire pour vivre, être est essentiel pour bien vivre. En définitive, avoir et être sont deux dimensions importantes de la vie humaine. Posséder est parfois nécessaire pour vivre dans la dignité, mais ce que nous sommes au fond de nous, nos valeurs, nos émotions, notre façon d'aimer et de penser est ce qui donne réellement un sens à notre existence. Dans un monde où la société nous pousse sans cesse à consommer, il est essentiel de ne pas oublier ce que le véritable bonheur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient.
Comme l'a dit Éric Fromm, l'homme ne doit pas se laisser réduire à un simple consommateur, mais chercher à s'épanouir pleinement dans son humanité. Ainsi, il ne s'agit pas simplement de choisir être ou avoir, mais de redonner à l'être la place centrale qu'il mérite dans notre vie. Être bénéfique est primordial pour faire avancer et faire évoluer. Il y a certains qui disent de manière plus profonde que la vérité est une concordance entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et aussi ce qu'il est ou ce que l'on pense. Cependant, quelques questions peuvent se poser autour de la question. Doit-on toujours dire la vérité? Analysons ensemble deux perspectives importance et conséquences de la vérité. Première perspective, importance de la vérité. Dans l'ouvrage de l'éthique à Nicomaque, Aristote défend l'idée que la vérité est une vertu, car elle témoigne de notre respect pour autrui et fonde une relation sur le respect. Il est généralement convenu que la vérité est nécessaire à la paix sociale et à la justice. Elle joue un rôle crucial dans la conduite des affaires publiques, dans le maintien de la confiance entre les citoyens et dans la prévention des abus du pouvoir. Avoir la vérité comme fondement de la cohésion sociale, c'est avoir une société confiante, solidaire et respectueuse. Avec ces piliers, cette société en question peut renforcer son unité et sa stabilité. Une amitié basée sur des mensonges tôt ou tard, la vérité finirait par éclater, détruisant la confiance et le respect mutuel.